C'est l'heure de votre émission, le débrief sur Medi 1. Soyez les bienvenus et merci de nous rester fidèles pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Au Mozambique, la province du Cabo Delgado est toujours en proie à des attaques terroristes. La communauté de développement de l'Afrique australe a approuvé une mission de sa force d'attente pour soutenir le Mozambique dans son combat contre le terrorisme et des violences d'extrémistes. La coopération militaire africaine, une solution au terrorisme, on en parle sur le plateau du débrief. Avec la multiplication des conflits armés à travers le monde et la montée du terrorisme, des milliers d'enfants continuent chaque année d'être embrigadés dans des groupes armés. Selon les estimations des Nations Unies, 230 millions d'enfants vivent dans des régions en proie à des conflits. Mais depuis plusieurs années déjà, on évolue et on évalue leur nombre à 250, dont 130 000 enfants sur le continent africain. Ces enfants privés de leurs droits fondamentaux sont recrutés en tant que combattants et en tant qu'espions. Comment lutter efficacement contre le phénomène des enfants soldats sur le continent? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Alpha Wali Diallo, spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci Roger, c'est un plaisir de revenir dans la maison, d'y retrouver mon grand frère doyen avec qui j'aurai un bon débat, j'espère. Et justement, parlant de doyen, Mamadou Sy Albert, analyste politique, merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci encore une fois pour l'invitation et bonjour aussi à Alpha. Nous allons parler, les amis, chers messieurs, dans cette première partie d'émission du débrief, nous allons nous intéresser au Mozambique, cette coopération conjointe militaire pour lutter contre le terrorisme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois que la communauté de développement de l'Afrique australe mobilise un contingent militaire régional dans une opération, non pas de maintien de la paix, mais de lutte contre le terrorisme. Quels sont les points forts aujourd'hui de cette coopération, mon cher Albert? Disons que la dimension politique, elle est importante. Comme vous le dites, c'est la première fois qu'ils franchissent ce pas. Donc politiquement, c'est un raffermissement des liens de coopération pour lutter contre un phénomène qui prend de l'ampleur. Exactement. Il y a aussi une dimension humanitaire, une dimension économique. Donc et le dernier aspect, c'est l'aspect militaire. Donc, il y aura un volet formation, il y aura le renforcement du dispositif sécuritaire et probablement, il y aura des approches qui vont être complémentaires à ce que le gouvernement mozambicain faisait. Donc, globalement, il renforce en tout cas la lutte contre le terrorisme avec plusieurs volets. Maintenant, c'est le terrain qui va encore une fois nous dire est-ce que la stratégie elle est bonne. Parce que c'est là l'une des inquiétudes de la quasi-totalité des chefs d'État de ces pays-là qui ont décidé de se réunir pour lutter efficacement contre le terrorisme. Revenons un petit peu, mon cher Alpha Wali Diallo, sur cette coopération. Pourquoi maintenant? Pourquoi elle a mis autant de temps avant de voir le jour, cette coopération? Parce que peut-être il y avait les prémices sur le papier au niveau de la SADC comme au niveau de la CEDEAO. Donc il y a toujours eu cette force militaire en attente on avait dessiné les contours, mais en Afrique on attend toujours l'occasion qu'il y ait le feu pour se mettre en branle. Ça ne me surprend pas parce que pour qui connaît l'histoire de cette partie de l'Afrique australe, c'est un tout petit peu, c'est une région qui a été habituée à beaucoup de conflits. Et ce phénomène-là, qui se passe à Cabo Delgado, peut se métastaser. Parce que les gens, c'est parti de griefs locaux. Ouais. Ce sont des jeunes gens qui se sont sentis marginalisés, qui se sont regroupés et qui ont commencé à contester de façon violente. C'est par la suite qu'il y a eu l'affiliation. Ils ont choisi un nom qui prête confusion, Al-Shabaab, les jeunes. Ouais. C'est pas le Al-Shabaab de la Somalie. Donc ce sont des jeunes
qui sont révoltés, frustrés, et qui ont, au fil du temps, parce que le Mozambique est vaste aussi, hein, c'est à l'extrême nord, à la frontière avec la Tanzanie. Donc ils ont été un peu islamisés et de fil en aiguille, hein, la contestation avec les changements institutionnels, avec la découverte des nouveaux gisements au large des côtes mozambicaines, la pauvreté de ces jeunes, c'est tout ça qui a abouti à cette implosion. Et en plus, maintenant, est venue se greffer cette affiliation à la mouvance islamique qui a sonné l'alerte. Et les dirigeants de la SADC, en président responsable, Kagame et Cyril Ramaphosa, se sont dit, nous n'allons pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait un remède de ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, qu'on laisse des forces étrangères venir régler le problème alors que nous avons les moyens de régler ce problème. C'est évidemment, c'est toujours, on va dire, le sempiternel problème. Hein. Quand on parle du terrorisme, on a toujours l'impression que, comme vous l'avez souligné, mon cher Diallo, que c'est l'Occident qui doit venir évidemment régler nos problèmes. Et je pense que cette initiative, elle est assez louable, hein, dans le sens où c'est les chefs d'État qui s'asseyent et qui décident aujourd'hui d'avoir des actions pour lutter contre le terrorisme. Alors, mon cher Albert, la première raison évoquée lors évidemment de la signature de cette coopération entre ces pays, c'était évidemment de lutter contre le terrorisme. Mais si on essaie de creuser, d'avoir on va dire une vision un peu plus large, quels sont les réels enjeux derrière cette coopération-là? Bon, je crois qu'il y a plusieurs enjeux. Alpha a soulevé un peu l'historicité de cette question. Je crois que pour mieux comprendre, il faut remonter un peu dans l'histoire et se rendre compte que le processus de contestation de l'État, l'État moderne. C'est des populations qui ont rejeté l'État, qui ont rejeté l'école, qui ont rejeté les valeurs modernes, qui se sont organisées et ça s'est étendu au fil de l'histoire. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une région totalement anti-État. Donc, c'est des populations qui s'organisent depuis un certain nombre d'années. Mais la particularité ici, c'est que vous avez un courant terroriste qui se greffe à ces difficultés-là, les difficultés sociales, économiques, culturelles. Et c'est ça le phénomène nouveau, à mon avis, qu'on doit comprendre dans son histoire. Maintenant, évidemment, c'est extrêmement difficile pour l'État mozambicain parce que ça prend de l'ampleur. C'est à la limite une guérilla urbaine qui est là, qui se développe et qui a maintenant des ramifications dans beaucoup de pays. S'ils ont été même jusqu'à s'affilier à des États terroristes, ça veut dire que c'est une question qui est peut-être dans ses origines politiques, mais aujourd'hui ça prend une dimension quand même qui dépasse d'une certaine façon l'État, qui est contraint de faire appel. Et pour moi, c'est là peut-être la difficulté. C'est-à-dire c'est un conflit interne. Justement, et par rapport à ça, Albert, est-ce que quelque part, parce que le président mozambicain, il a été pointé du doigt, certains observateurs sont allés un peu très fort en disant d'ailleurs que c'est lui qui a permis cette forme d'instabilité dans le nord du pays, au Cabo Delgado. Vous l'avez souligné, il y a, on va dire, une sorte de fracture sociale qui s'est installée aujourd'hui. Vous l'avez dit, il y en a qui vont jusqu'à s'affilier à des groupes terroristes. Est-ce que quelque part, aujourd'hui, vous partagez un petit peu l'avis de ces observateurs qui évoquent, on va dire, cette forme de faiblesse, d'aveu de faiblesse du président mozambicain? Mais je crois que c'est la faillite de l'État. C'est vraiment ça un exemple de faillite de l'État. C'est une malgouvernance de revendications de base. C'est l'accès à l'éducation, l'accès aux services de base. Maintenant, la religion est venue se greffer à une révolte sociale. Donc c'est l'État qui est défaillant. C'est pour ça que c'est un conflit interne qu'il faut essayer de comprendre. Si on ne comprend pas, on ne va pas voir l'origine
du conflit. Du coup, est-ce que cette coopération militaire trouve sa place aujourd'hui, Albert, si ce n'est qu'un problème interne qu'il faut d'abord régler avant évidemment de faire appel à des coopérations militaires? À mon avis, il faut que le Mozambique réfléchisse. Le contexte international devrait favoriser une réflexion, en tout cas une prospective. Exactement. Ouais. Le Mali, c'est un échec. Vous regardez ce qui se passe avec les talibans. La stratégie internationale, elle est remise en cause. Donc, il faut changer d'approche. Le problème de la France, par exemple, aujourd'hui, s'il faut tirer une leçon, c'est que la France se rend compte qu'elle ne peut pas régler le problème de l'extérieur. C'est un problème interne. Donc le Mozambique est dans une phase très critique. À mon avis, il faut mettre l'accent sur les réponses internes endogènes. Maintenant, l'extérieur, nécessairement, il faut faire appel à l'extérieur en termes de renseignement, en termes d'outils, en termes de formation, en termes de solutions. Quelle solution donner à ces communautés qui adhèrent à une lutte qui est étrangère à leurs intérêts, les populations manipulées. Donc il y a une approche, je crois, multisectorielle que l'État mozambicain devrait faire avec ses alliés, qu'il ne mette pas trop l'accent sur l'option militaire. Je crois que dans les années à venir, il faudrait que nos États prennent la question dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a un aspect militaire, mais un aspect politique qui est beaucoup plus déterminant. Mon cher Diallo, alors tout à l'heure, Albert parlait évidemment, quand je posais la question de savoir quels sont les enjeux, c'est vrai qu'il est revenu un petit peu sur ces enjeux-là, pardon. Est-ce que le risque que la violence au nord du Mozambique s'étende à l'Afrique australe, c'est pas l'enjeu majeur un petit peu de cette coopération militaire aujourd'hui? Éviter que ce problème mozambicain se retrouve dans d'autres pays frontaliers? Ah oui, bien sûr. L'enjeu principal, je crois, c'est ça. C'est la raison pour laquelle les États ont décidé d'intervenir. Parce qu'au début, ces problèmes de terrorisme, c'était en Somalie. Ouais. Mais ces derniers temps, on les a entendus en RDC, on les a... bon, quand même, ça commence à prendre de l'ampleur. Il faut prendre le taureau par les cornes. Encore, je peux surfer sur ce que Albert disait. Ces problèmes internes, le terreau du terrorisme, c'est l'exclusion. Voilà, la fracture sociale. La fracture sociale. Je dis, c'est un pays, historiquement, qui a eu une guerre de libération nationale. Ils se sont battus. Et depuis 10 ans à peu près, jusqu'à ce qu'il y ait l'arrivée de ce nouvel président, le bateau tanguait. C'est-à-dire, il n'y a pas de consensus national sur la distribution des richesses. Et le Cabo Negro est une partie très riche. Oui, avec le pétrole Non, le pétrole, c'est maintenant. Ça a suscité maintenant. Mais c'est une région riche. Et les populations ne se sont jamais retrouvées dans tout ce que l'État faisait. Donc, je crois qu'en plus de la réponse militaire qui est due, cette réponse militaire est due, bon, là où on parle d'État islamique, vous savez, c'est le prendre-le-bas, le combat. Mais au-delà de ça, au-delà des réponses militaires, il faudra des réponses en termes de développement, en termes de prise en compte des réalités et des besoins des populations locales. Alors le personnel de cette mission de 3 mois comprendra des experts militaires et des troupes venues d'Afrique du Sud, du Botswana, d'Angola, de la Tanzanie, du Lesotho, du Rwanda également. Le coût initial, mon cher Albert, de l'opération, 12 millions de dollars américains. L'Afrique a visiblement les moyens financiers pour lutter contre le terrorisme. Pourquoi cet aspect lié aux finances ont tendance à, on va dire, affaiblir certaines organisations comme le G5 Sahel, par exemple? Bon, je crois que c'est le nerf, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Les États africains ne sont pas préparés à s'autofinancer. Si vous regardez notre problème de développement, notre mal-développement vient du fait que tout le financement a été basé sur l'extérieur.
Ça continue malheureusement jusqu'à présent. Bon, il faut peut-être saluer quand même que les États africains prennent conscience que individuellement ils sont concernés, donc il faut mutualiser. Il y a des efforts. Il y a des efforts. Donc ça, c'est une bonne tendance, qu'ils prennent conscience que le phénomène qui se passe au Mozambique pourrait se passer dans les autres pays. Et donc sur le front militaire, il faut que l'Afrique apprenne à financer son développement, mais également sa sécurité. Ouais. Et je crois que c'est ça la faiblesse majeure de la lutte antiterroriste. Quand les Européens ils amènent le matériel, ils amènent le financement, mais c'est eux qui dictent la stratégie. Absence de volonté aujourd'hui, mon cher Albert, de la part de certains chefs d'État africains, dans le sens évidemment de se dire, ok, on ne va pas se limiter à être membre d'une organisation. Derrière, il va falloir aussi qu'on apporte, on va dire, un tribut financier. Je crois que honnêtement, il faudrait que les chefs d'État africains quand même rompent avec un état d'esprit qui est là. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a voulu faire croire aux gens que vous voulez lutter contre le terrorisme, donnez-nous les moyens. C'est de l'opportunisme des chefs d'État. Mais le résultat, c'est que les Européens sont en train de se réveiller, ce que les Américains ont fait. Mais c'est sûr et certain que l'Union européenne va aller dans ce sens. Ouais, se retirer. On ne va plus financer une guerre qu'on va perdre à terme. Donc il faudrait que les États africains, surtout nos chefs d'État, quand même prennent conscience qu'il y a une responsabilité des chefs d'État. Autant il faut que les chefs d'État mènent cette lutte contre le terrorisme, mais autant les États africains doivent financer leur sécurité. On ne doit pas accepter qu'on finance la sécurité des citoyens africains. Je crois que là, si on rentre dans cette logique, je vois mal comment on peut gagner le combat contre le terrorisme. Exactement. Oui, mon cher Diallo. Oui, je voulais, parce que c'est vrai, hein, il y a une dualité, mais quand il parle comme ça, ce problème dont il parle est spécifique à l'Afrique francophone. C'est spécifique à l'Afrique francophone et c'est lié à des problèmes encore beaucoup plus profonds. Chez les anglophones, il y a ce déterminisme-là. Oui. C'est-à-dire, même dans leur mode de gouvernance, ce n'est pas la même chose. Ici, on a l'habitude, bon, on se réunit, on va faire ceci, on attend ce que la France va dire. Ouais, c'est surtout ça, parce qu'il y a beaucoup de sommets, voilà. Mais derrière, il y a peu d'actions. Chez les anglophones, je suis sûr, au niveau de la SADC, il y a des présidents, qui ont beaucoup plus de sens de responsabilité. Ils vont vous dire, et c'est lié à leur histoire encore. Nous n'allons pas attendre que l'étranger vienne nous protéger. Il y a le poids de l'histoire. Donc, il faut qu'on mette les moyens pour nous protéger. Et ça, je crois que c'est ce qu'on devra apprendre d'eux. Si vous voyez, il a fait allusion au G5 Sahel. Mais quel est le problème du G5 Sahel? Depuis sa création, et qu'on n'oublie pas que c'était une idée d'Idriss Déby. Ouais. On lui a pris ça, et depuis, il y a combien de millions de dollars ont été déclarés, on va donner ça au G5 Sahel? Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette organisation est un petit peu affaiblie. Mais moi, je dis, à ce niveau, il appartient à nos chefs d'État d'avoir une autre lecture de la situation. C'est géopolitique et c'est global. En Europe, actuellement, il y a un problème. L'Europe de la défense. Pourquoi les Français, tout le monde se tue pour se dire on veut notre souveraineté sécuritaire? Nous n'allons pas toujours suivre un flanc. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest francophone ici, je crois que c'est un débat qui ne saurait tarder. Parce que quand même, avant que le problème du Mali se pose, on a entendu le ministre de la Défense se plaindre parce que Choguel a dit que vous nous avez laissé tomber. Oui, il est utilisé même en termes abandonnés, c'est assez fort. Donc, elle a fait allusion aux soldats français qui sont... Il y a combien de... Moi, ça me tue. Il y a combien de civils maliens qui sont morts? Il y a combien de militaires maliens qui sont morts comparé aux 56 militaires français qui sont morts? Donc, il faut qu'on s'approprie des questions de défense et de souveraineté.
Ouais, et en parlant de ça, mon cher Albert, alors, le sang a assez coulé dans la province de Cabo Delgado. Je suis fort et je ne ménagerai aucun effort pour éradiquer le terrorisme dans mon pays. C'est là la déclaration du président mozambicain Filipe Nyusi, un président qui joint l'acte à la parole aujourd'hui à travers cette coopération. Mais au-delà de ça également, il s'agit, vous l'avez souligné, mon cher Albert, dans votre première intervention, de la première mission entièrement planifiée et exécutée par l'organisation régionale. Est-ce que cette organisation, vous l'avez souligné, aura-t-elle l'avantage du terrain? Quand on sait qu'aujourd'hui, c'est la première mission, ils ne connaissent pas peut-être le terrain, les terroristes sont déjà là implantés, infiltrés au nord de Mozambique, est-ce que ça va être un peu facile pour cette organisation-là de pouvoir étendre ses tentacules dans cette région, en l'occurrence au nord du Mozambique? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce ne sera pas du tout facile. Depuis des décennies, cette guerre, elle est là. Elle prend de l'ampleur en interne. Elle a ses tentacules dans d'autres pays. À mon avis, il faudrait que ces États-là quand même soient beaucoup plus prudents et essayer de travailler d'abord, préparer ces militaires-là. Il faut les préparer, surtout en termes de renseignement. Je pense que les conflits qu'on a au niveau de l'Afrique de manière générale, c'est que les militaires ne sont pas informés. Vous prenez même la France qui a mis beaucoup de moyens, elle n'a pas suffisamment d'informations. Elle est obligée de faire appel par exemple aux Américains. A fortiori, des militaires qui initient une première opération militaire dans un pays qu'ils ne maîtrisent pas. Et dans un pays qui a une histoire. Le Mozambique fait partie des pays où il y a eu énormément de conflits. Ils ont des traditions de lutte. Ces rebelles-là sont formés. Donc il faut essayer de comprendre l'environnement. Je crois que c'est une approche qu'il faudrait privilégier dans un premier temps. Maintenant, la question reste entière. Quelle est la bonne approche? Est-ce que c'est l'approche militaire? Est-ce que c'est l'approche politique? Mais même au-delà de ça, mon cher Albert, le délai en lui-même, parce que cette coopération n'a que 3 mois pour essayer de récupérer une bonne partie des territoires déjà occupés par ces terroristes. Est-ce que le délai en lui-même, il est suffisant en 3 mois? Non, pas du tout. C'est pour ça que je fais appel à l'expérience de la France. La France était partie de l'idée qu'on va régler le problème tout de suite. Ben, ça a pris des années. Combien ils ont investi, il y a eu combien de mois? Le Mozambique, c'est encore beaucoup plus compliqué que le Mali. Par l'histoire, par l'expérience, par les capacités d'organisation et la maturité même de ces terroristes-là. Donc je crois qu'il faut mettre l'accent sur vraiment une maîtrise de l'environnement. S'il faut aller maintenant vers une guerre totale contre les terroristes, il ne faut pas qu'ils se trompent. Les capacités d'adaptation des terroristes sont énormes. Donc ce n'est pas une guerre que tu peux gagner en 1 mois, en 2 mois. Il faut faire du renseignement, il faut se former, maîtriser le terrain. Maintenant, je crois l'autre question, c'est les moyens. Est-ce qu'ils auront les capacités financières si cette guerre-là se continue sur le long terme? Est-ce qu'ils auront les moyens? Est-ce qu'ils n'auront pas le même problème qu'on a eu au Sahel? C'est-à-dire tu engages une guerre, après tu vas faire la quête de l'argent. Attends, je crois qu'il y a un narratif qu'il faut éviter. La situation à Cabo n'est pas la même chose que la situation au Mali. Non. Et puis, l'historique même. Vous avez cité les pays qui vont participer à la force. Ce sont des forces armées qui ont l'habitude d'avoir des missions à l'extérieur. Le Rwanda, l'Angola, le Botswana, l'Afrique du Sud, même le Botswana, je dis. Quand tu dis Botswana, c'est sud-africain un tout petit peu. Donc, ils ont cette expertise-là, ils ont cette expérience-là. Le problème, il n'y a pas d'invasion de troupes étrangères au Mozambique. Non. C'est une région à l'extrême nord où il y a eu des contestations sociales légitimes. Oui, mais mon cher Alpha, sur le principe, on est d'accord. Il y a des terroristes qui ont infiltré. Depuis quand on a commencé de parler de ce lien avec le terrorisme? Ce problème date depuis 2018.
C'était une contestation sociale des jeunes, c'était à l'image. Oui. C'est quand il y a eu cette affiliation et ce nom Al-Shabaab qu'on a... C'est là où la communauté... Et c'est quand où aussi on a découvert les plus grands gisements de gaz que Total y a investi. Ils ont été obligés... Ça crée des désordres sur le plan international. C'est à partir de cela qu'on... En fait, c'est un problème qu'on a amplifié. Heureusement, au niveau de la SADC, ils se sont dit non, il faut circonscrire le problème. Nous ne sommes pas... C'est moins de 1500 personnes, moins de 1500 jeunes. Hein. C'est-à-dire encore, ce n'est pas un problème qu'on va régler par la solution militaire. Il faut quand même une meilleure répartition des fruits de la croissance mozambicaine. Exactement. Et nous allons, mes chers, marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite de votre émission. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. L'ONU a répertorié 23 situations de conflit dans le monde en 2014, impliquant 57 groupes armés renforcés par des enfants soldats de moins de 15 ans. Quel plan d'action pour éviter justement l'expansion de ce phénomène qui est des enfants soldats aujourd'hui qui prend de l'ampleur sur le continent? Il faut éviter les situations de chaos dans les pays. Si vous voyez, on va faire de l'histoire un tout petit peu, les enfants soldats en Afrique, où est-ce qu'ils ont été le plus actifs? En RDC, les Kadogos. Dans le conflit libérien, Sierra Leone, on te dit manche courte ou manche longue. Et Joseph Kony, la LRA, en Ouganda et tout. Et ça, le timing aussi, c'est un phénomène qui est apparu dans les années 80. Dans les guerres de libération, quand tu parles du PAJGC, les trucs, ils n'utilisaient pas d'enfants. Ce phénomène est devenu nouveau. Et c'est qu'il y a eu des groupes armés qui étaient au départ des bandits, qui se sont octroyés le droit. Et ce sont des enfants qui ont été contraints. On les kidnappe. La plupart du temps, on oblige. J'ai mené une étude sur ça. On les oblige à tuer leurs parents d'abord. Tu deviens otage de la grande famille du banditisme. Et là, depuis, il y a eu des succès qui ont été réalisés en matière de secours de ces enfants, notamment au Libéria et en Sierra Leone. À la fin de la guerre au Congo, il y a eu des initiatives qui ont été entamées, mais la plupart du temps, ce dont on se rend compte, c'est-à-dire ce sont des situations à l'intérieur des pays où il y a un chaos qui favorise ces enfants soldats. Il y a d'autres formes d'utilisation de ces enfants. Vous avez entendu parler des microbes en Côte d'Ivoire. Tout ça, ce sont des problèmes sociétaux auxquels nous devrons faire face. Et la lame de fond, c'est que ça se passe dans des pays où il y a une absence flagrante de droit. Et en parlant de ça, justement de cet aspect social, mon cher Albert, alors pour les recruteurs, les enfants sont des proies faciles, ça notre ami Diallo l'a souligné. Ils constituent une main-d'œuvre bon marché et sont aisément manipulables. Quel rôle des gouvernants africains dans cette lutte contre la maltraitance des enfants, en l'occurrence le recrutement de ces enfants soldats? Je crois que les gouvernements ont un rôle essentiel à jouer, parce qu'il faut aussi quand même souligner le manque de responsabilité des pouvoirs publics. Ces jeunes qui sont utilisés dans les conflits militaires, en général, c'est des jeunes laissés à eux-mêmes. Les parents n'ont pas les moyens d'éduquer, ils n'ont pas les moyens de les former, ils n'ont pas les moyens de les accompagner. Et en général, si vous regardez la configuration de ces couches-là, à moins de 18 ans, tu n'as aucune formation, tu n'as jamais été à l'école,
Mais s'il y a un conflit qui éclate, mais tu deviens un élément essentiel de cette guerre-là. Oui, une potentielle cible. Potentielle cible. Soit tu vas être la victime, ou soit tu vas être acteur de la guerre. La jeunesse, elle est dans ce chaos-là, et je crois que nos États ont quand même une part de responsabilité. Que l'État doit assurer l'éducation de l'enfant jusqu'à 18 ans. Ça, c'est une responsabilité de l'État. Aucun parent ne peut prendre en charge tous les enfants d'un pays. Il n'y a que l'État qui a cette capacité-là. Donc, il y a cette responsabilité-là. Bon, maintenant, c'est vrai que aussi, il faut qu'on soit beaucoup plus responsable dans l'analyse de ces conflits-là. C'est les États qui créent ces conflits. C'est nos types de gouvernance qui provoquent ces conflits militaires, ces conflits ethniques, ces conflits religieux. Donc, comment on devrait s'y prendre avec nos États? Je crois que là, à ce niveau-là, on revient au problème du financement. C'est les institutions internationales qui financent les politiques pour sauver ces enfants, pour les sortir de la guerre. Il n'y a pas un État. L'Union africaine n'a pas de possibilité pour dire que voilà, on fait un programme pour sortir cette jeunesse-là de la situation. D'autres ONG se battent. Mais il n'y a pas cette volonté politique africaine d'élaborer une gestion des conflits. Et je crois que c'est à ce niveau-là. On a une très mauvaise gestion des conflits. Ce n'est pas seulement les pays qui sont en guerre, mais de manière générale, si vous voyez que les jeunes partent par la pirogue, ils préfèrent mourir. Les conditions de vie. Les conditions de vie sont dramatiques. Et il faut qu'il y ait une réponse africaine. Par exemple, imaginez que tout le bruit qu'on fait au niveau de l'Union européenne pour dire on ne reçoit plus les gens qui viennent de l'extérieur. Est-ce qu'on a une seule fois entendu l'Union africaine dire voilà le projet qu'on a pour les jeunes, Pour les jeunes. Mais il n'y en a pas. Chaque pays essaye, à la limite, d'aller commander les financements de l'Union européenne ou des Américains pour lutter contre nos propres problèmes. Je crois que là, la responsabilité des États, quand même, elle est entière. Et enfin, maintenant, les parents. Je crois que aussi, à ce niveau-là, c'est un problème très sérieux. Que quand tu vois les populations qui sont dans le monde rural ou qui sont dans les zones de conflit, mais ces populations n'ont aucune auto-éducation. Et en parlant d'auto-éducation, je vais vous interrompre un instant, mon cher Albert. Alors, Diallo, le massacre du 4 juin à Solane, l'attaque la plus meurtrière contre les civils au Burkina Faso depuis des années, a été, on va dire, organisée et perpétrée principalement par des enfants âgés de 12 ans à 14 ans. Le Sahel, voire l'Afrique, sont-ils en danger avec la présence sans cesse, on va dire, efficace, j'ai envie de le dire ainsi, de ces enfants soldats sur le continent? Est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire du Cambodge des Khmers rouges? C'était des jeunes de 9 ans, de 10 ans. Dans la psychologie, un enfant est fidèle. Quand tu lui donnes des ordres, il l'exécute. Et on va prendre des enfants de bas âge qu'on va endoctriner. Oui, comme on dit, ils sont facilement manipulés. Même ici, c'est le phénomène des talibés. Tu peux pas... Une fois qu'ils sont bien moulés, tu as des combattants, comment dirais-je, serviables, malléables à gogo. La solution, tout à l'heure, Albert l'État est responsable, dans un certain sens. Mais Albert, tu te rappelles du fameux slogan « Moins d'État, mieux d'État ». C'était dans les années 80. C'est là où on a commencé les politiques d'ajustement structurel. On a affaibli nos États avant. Mais quand on était jeune, tu voyais les talibés dans la rue avec tout ça. Il n'y en avait pas. On était occupés. On avait des choses à faire. C'est vrai. C'est-à-dire, il y a eu une rupture. Il y a eu un vide. Et les plans d'ajustement structurel sont venus frapper les parents qui... L'État n'a plus de moyens, les parents n'ont plus de boulot. Les enfants sont à la rue.
C'est la triste réalité. Et on a continué à suivre les politiques qui du FMI, qui de la Banque mondiale, au moment où eux, ils ont reconnu qu'ils n'avaient jamais pris en compte la composante sociale. Et c'est cette composante sociale qui nous a mis dans ces travers aujourd'hui. Alors pour certains, je reste avec toi, Diallo. Alors pour certains observateurs, le phénomène des enfants soldats est un combat oublié par certaines instances internationales. Vous partagez cet avis? Parce qu'avant, ça n'existait pas. Pourquoi du jour au lendemain? Et parallèlement, on a vu la déliquescence des services de l'État. Mais la nature est en horreur du vide. Il y a des bandits qui se sont... Oui. Et là, regarde, la plupart des endroits où il y a des enfants soldats, ce sont des zones immensément riches. Mais mon cher Albert, comment aujourd'hui renverser la mentalité des enfants soldats, enfin des enfants tout court, et des communautés? Mais il faut un travail d'introspection, je crois. Je crois qu'il y a un travail d'introspection qu'il faut oser faire. On a des problèmes de mémoire. Des problèmes de mémoire parce que c'est vrai que l'Afrique est toujours au devant de la scène quand il s'agit d'enfants soldats, mais historiquement, les enfants ont toujours été des victimes des guerres. Ouais. Les Européens l'ont vécu, les Américains l'ont vécu, tous les continents l'ont vécu. Ce n'est pas propre à l'Afrique. Ce qui est nouveau, peut-être, c'est l'ampleur du phénomène qui se déroule en Afrique. Exactement, parce que beaucoup de pays sont touchés par ce phénomène. Il y a un travail de mémoire, d'introspection qu'il faut faire. Maintenant, à mon avis, il faut peut-être revenir à une chose essentielle, c'est-à-dire que comprendre l'Afrique. Jusqu'à présent, l'Afrique, elle est comprise à travers des œillères, des prismes des autres. Effectivement. Que ce soit les Nations Unies, que ce soit les pays individuellement ou l'Union européenne, ils ont un regard sur l'Afrique qui n'est pas du tout le réel. Donc il faut que les Africains acceptent de faire un travail d'introspection, mais qu'on essaye d'avoir une approche africaine, endogène. Par exemple, l'enfant. Mais l'enfant africain, il est totalement différent de l'enfant européen. On n'a pas la même culture de l'enfant. Les réalités ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Ouais. Donc c'est aux Africains de voir, mais c'est un crime. C'est un crime de laisser des enfants dans la rue. L'Afrique n'a jamais accepté ça. Mais Dieu sait qu'on vivait dans des problèmes avant la colonisation. Dieu sait qu'on avait on souffrait. Mais l'enfant, c'était l'or. Mais mon cher Albert, est-ce que la solution qu'on a l'impression aussi que certains dirigeants oublient, qui est pourtant efficace, c'est d'impliquer toutes les couches de la société, d'impliquer même les familles? Parce que comme vous l'avez dit, en général, parfois même c'est la famille qui pousse le jeune homme à y aller dans ces groupes terroristes, moyennant une somme. Parce que vous l'avez dit, on va dire la famine est toujours là, s'est installée en Afrique. Est-ce que la solution, c'est d'impliquer tout le monde, y compris les parents, évidemment? Mais je crois que tu touches le fond du problème. C'est la base sociale qu'il faut reconstruire. Si tu n'as pas une base, si tu n'as pas de socle pour retenir une société, tu n'auras pas une société. Tu auras une crise permanente de la famille. Ce que nous vivons, c'est une crise permanente de la famille et une crise permanente de nos communautés de base. C'est pour ça qu'on n'a pas d'État. Et l'État, c'est la famille, c'est la communauté qui s'unissent, qui ont une vision, qui mettent en place un État pour répondre aux questions qu'on se pose. Mais nous, nos États, bon, il l'a dit autrement, les programmes de développement qu'on a, c'est des programmes réfléchis par les autres. C'est financé par les autres. Donc ça veut dire que nous, on doit en tout cas prendre conscience que ce n'est pas le bon chemin, qu'il faut revenir à nos réalités. Maintenant, la communauté de base, je crois, à mon avis personnel, l'Afrique ne peut pas s'en sortir sans la famille, sans la communauté de base. Parce que c'est là le problème, mon cher Diallo. Est-ce que réellement on va pouvoir résoudre ce phénomène des enfants soldats quand on sait que vous l'avez également souligné, messieurs, la pauvreté est là, les situations, on va dire, ne sont pas installées pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir s'occuper, comme vous l'avez également souligné. Va-t-on réussir à, on va dire,
atténuer un petit peu ce phénomène des enfants soldats sur le continent, avec ces mots qui continuent à miner les pays? À une seule condition. Vous avez dit atténuer. Je ne dis pas d'annuler les injustices, mais de les atténuer. Si on atténue, ne serait-ce que les injustices sociales à un niveau supportable, on pourra maintenant, à partir de ça, mettre en opération des séries d'activités. Mais tant qu'il y aura ces injustices ambiantes, où vous avez dit que parfois il y a les familles même qui poussent ces jeunes à y aller. Ce phénomène, on l'a vu durant le Covid, où les enfants ont été privés d'école. Il y a eu le confinement, il n'y avait plus à manger, les enfants étaient obligés de sortir pour aller chercher de l'argent. Et si tu ramènes quelque chose à ta maman, sur le plan symbolique, social, on se dit, cet enfant, c'est comme un grand. Voilà. Donc, on a des dysfonctionnements endogènes qu'il faut qu'on règle. Et c'est lié aux injustices. Il faut vraiment, je disais toujours, quand on parlait du Mozambique, il faut qu'il y ait une répartition équitable des recherches et aussi des souffrances. Faut-il, on va dire, renforcer, mon cher Diallo, la protection des enfants dans un cadre multilatéral? Non, mais les règles existent. Moi, je ne crois pas à je crois à des solutions endogènes. Protection de l'enfant, des Nations Unies, ça existe. Mais c'est fait à d'autres desseins. Mais nous, on a des problèmes factuels, réels. Nous pouvons... c'est le chômage. C'est le mal-vivre. Alors, on va justement revenir sur le statut de Rome qui inclut dans la liste des crimes de guerre relevant de la compétence de la CPI le fait de faire participer activement à des hostilités des enfants de moins de 15 ans ou de procéder à leur enrôlement. Que fait la justice pour les enfants soldats aujourd'hui, mon cher Albert? Je crois que la justice, elle est à l'image du pouvoir public. On a une justice qui... À deux vitesses, on va le dire ainsi? À deux vitesses, si vous voulez. La justice, c'est un élément qui peut traduire notre dépendance. Aujourd'hui, les conventions internationales, les traités, c'est toujours l'Europe qui a sa conception du droit. On est victime de ça. On n'essaie pas de revenir à notre société. C'est ça la difficulté des pays africains. Ça dit qu'on est sous le prisme de l'autre. Ouais. Et en parlant de ça, Albert, pour aller dans votre argumentaire, pardon de vous interrompre, pour aller dans votre argumentaire, alors il y a le verdict prononcé en 2012 par les juridictions internationales contre le chef de guerre congolais Thomas Lubanga et l'ancien président du Libéria, Charles Taylor, vous l'avez également souligné, un signal fort justement dans la lutte contre l'enrôlement des enfants soldats, Albert. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur le plan des normes, sur le plan des lois, c'est bien que l'humanité se dote d'instruments juridiques. Les Africains adhèrent. Mais ça ne suffit plus. La réponse juridique formelle ne suffit plus. Prenez aujourd'hui un enfant soldat en Afrique, parler à ses parents, mais quel droit, comment il va comprendre le droit s'il n'a pas de quoi vivre? S'il ne peut pas aller à l'école, s'il ne peut pas trouver du travail, s'il ne peut pas être formé? Mais on a fait, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on crée les conditions pour que l'enfant soit violent. Non, c'est-à-dire qu'on pousse très tôt l'enfant à faire des choix, mais en général des mauvais choix, parce qu'il n'a pas d'autres alternatives. C'est un chaos. En Côte d'Ivoire, les microbes, c'est arrivé après la guerre. Mais c'est extraordinaire. Tu vois des multitudes de jeunes à Abidjan, mais tu te dis, mais livrés à eux-mêmes. C'est la drogue, le banditisme, et des gens qui vont les utiliser. Oui. Oui, c'est en général lors des manifestations. Oui, mon cher Albert. Ça dit que, si tu regardes, par exemple, dans tous les pays africains, c'est la même chose. Tu dis que l'enfant, il a droit à l'éducation.
Mais depuis combien d'années on le dit? Mais est-ce que réellement l'État assure ce droit-là? Oui, parce que c'est là le problème. Hein. L'État a toujours du mal à joindre l'acte à la parole. Mais voilà, donc même cette défaillance-là montre clairement que, par exemple, l'emploi, le droit à l'emploi, le droit à une vie saine, tous ces droits qui sont internationaux, reconnus, mais c'est nos États qui les bafouent d'abord. Et ensuite, maintenant, au niveau de la famille, il ne faut pas aussi qu'on joue à cache-cache. Nos familles ne sont pas préparées. Ouais. Ne sont pas préparées. Quand une famille n'a pas de quoi vivre, quel droit elle peut assurer à son enfant? On va rabattre tous ces principes-là, mais dès que la guerre éclate, la famille se disloque. Dès que la guerre éclate, l'enfant est la première cible. Et je crois que c'est à ce niveau-là, peut-être qu'il faut avoir une approche du développement qui rééquilibre le rural et l'urbain. Il faut stabiliser ce rapport-là. À chaque fois qu'on déstabilise le monde rural, on voit les conséquences. Soit on fait une urbanisation sauvage, ou soit c'est les guerres. Et c'est le monde rural qu'il faut reconstruire. Il faut reconstruire l'Afrique à partir d'une approche harmonieuse entre la ville et le village. Tant qu'on n'arrivera pas à ça, ça va être difficile de garder nos équilibres. Alpha Wali Diallo, une jeunesse sacrée mais sacrifiée aujourd'hui sur l'autel du pouvoir et de l'intérêt de certains dirigeants africains. C'est ce à quoi, on va dire, la jeunesse un petit peu bien semble être condamnée aujourd'hui. Hélas, à moins que je le souhaite de tout mon cœur, à moins que, comme le dit doyen, que des mesures idoines soient prises maintenant. Ouais, parce que demain, c'est trop tard. Parce que, non, c'est-à-dire demain, quand tu parles en termes d'État, demain, c'est 10 ans. Donc, on va perdre encore 10 ans. Alors que c'est une question de volonté politique. Moi, je crois que s'il y a un consensus et que l'État joue son rôle, c'est-à-dire que ce sont des problèmes endogènes qui liés à la politique économique, aux choix, aux orientations. Non, à l'exclusion, vous l'avez également dit, parce que quand on prend le cas du Burkina Faso, c'est ces jeunes de 10 ans, 12 ans qui sont allés... Ceux qui disaient aux populations, tu vas voter oui ou non, manche longue, manche courte, au Libéria, ils avaient à peine 11 ans, 12 ans. Ils disaient ça à des grands gaillards. Hein. Mais c'est extraordinaire. Évitons que nos États tombent dans le chaos. Parce que est-ce que l'Afrique est en train de vivre une crise, on va dire, humanitaire sans précédent avec ce phénomène des enfants soldats? Non, c'est une crise de déstabilisation qu'on est en train de vivre. Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire il faut que nous, les Africains, qu'on s'arrête à un moment donné et disent, mais il faut qu'on règle ce problème. La volonté, elle est là, Albert? Ou bien elle est juste apparente, cette volonté de régler les problèmes nous-mêmes? Non, je crois qu'au niveau des États, il n'y a pas de volonté politique, il faut le dire clairement. Maintenant, heureusement quand même que la jeunesse africaine, la conscience citoyenne, elle se développe à une vitesse extraordinaire. Que personne n'aurait imaginé avoir une société civile aussi regardante sur la gouvernance de nos pays. Je crois que heureusement qu'il y a quand même une conscience citoyenne qui se développe et peut-être aussi que la démocratie se renforce. Je crois que ça c'est une bonne nouvelle pour les Africains. Maintenant, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile de résoudre des problèmes de l'Afrique, mais je crois que on a le devoir d'être optimiste, que l'Afrique ne peut pas s'en sortir sans ses enfants. Et en parlant d'enfants, Albert, je reste avec vous. Alors, plus d'une centaine d'enfants soldats ont été arrêtés à travers le monde et selon l'ONU, la plupart d'entre eux ont été rendus à leurs familles respectives. Est-ce que l'absence d'une réelle politique de réinsertion de ces jeunes-là ne va pas, on va dire, entre guillemets, aggraver le phénomène des enfants soldats? Bien sûr que ça va aggraver. C'est très difficile pour un enfant de sortir d'un cycle d'instabilité.
Mais même l'adulte qui a 40 ans, 50 ans, il y a un traumatisme. Mais il y a un traumatisme. Ouais. L'enfant n'a pas de vécu qui lui permet de se reconstruire. Donc il faut que les pouvoirs politiques et les partenaires voient loin. Ce n'est pas des questions qu'on règle en 5 ans ou en 10 ans. C'est sur peut-être même 50 ans. C'est-à-dire comment avoir une vision sur 50 ans. La force des Chinois, c'est quoi? Mais c'est qu'ils ont une vision, ils ont une approche. Mais ils s'adaptent. À chaque contexte, ils s'adaptent. Ils ont un objectif stratégique. Mais nous, tout le monde le dit, la chance de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Ouais. C'est la seule chance qu'on a. Et Alpha, en quelques mois, parce qu'on arrive au terme de pourquoi ne pas penser la jeunesse africaine sur 50 ans? C'est ça la solution aujourd'hui, Albert, penser la jeunesse africaine? Ah oui, quand on dresse des politiques. En fait, ça, c'est les grandes puissances. Ils réfléchissent sur... En fait, le moyen terme, c'est 25 ans. Le long terme, c'est 50 ans. C'est sur 50 ans. Ouais, c'est le slogan de beaucoup de chefs d'État. Hein. L'émergence à l'horizon 2025. Non, mais c'est-à-dire, pragmatiquement, parce que là, on parle de vision. Hein. Bien sûr. À l'échelle d'un État, c'est sur 25, sur 50 ans. Parce que les problèmes auxquels nous sommes confrontés maintenant, j'osais parler des années 80. Ça, on voyait les prémices dans la fin des années 80. On savait qu'au tout tard, on aurait ce genre de problème-là. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Messieurs, on remercie Alpha Wali Diallo, spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Nous remercions également Mamadou Sy Albert, analyste politique. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du débrief. Et c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.